Mesdames, Messieurs, et si vous le voulez bien, chers amis, après avoir remercié les organisateurs de m'avoir fait ce redoutable honneur que d'avoir à présenter des conclusions, non pas résumer ce qui s'est dit, rassurez-vous, car nous n'en sortirions pas, et la synthèse immédiate est quand même un exercice trop difficile, mais c'est vrai que je vais m'efforcer de refléter autant que possible l'esprit de ce qui s'est dit aujourd'hui. Et à ce titre, je suis non pas un grand témoin, je ne suis pas grand, je suis un témoin parmi d'autres, et vous êtes, ceux qui sont intervenus ont été des témoins compétents, plus informés que je ne le suis, puisque je suis affligé de cette, non pas de cette art, mais de cette caractéristique d'être un historien, et à l'instant même, on nous a fait cette utile mise en garde. Il ne faut pas regarder dans le rétroviseur. Alors, j'avoue que moi, je regarde dans le rétroviseur. Je ne sais pas comment vous faites, vous, mais c'est vrai qu'il faut regarder devant, bien sûr. Alors, c'est ce qui me met en garde contre moi-même, contre une tentation que j'ai eue, que j'aurais eue, et à laquelle je ne céderai, rassurez-vous, que très peu, mais d'évoquer un mouvement, d'évoquer une respiration dans l'histoire. Nous avons eu, nous a présenté un état des lieux complexe. On nous a présenté des regards croisés, riches, sur la mondialisation, un concept dans ses perceptions, dans ses représentations, dans sa réalité. Et tout ceci conduit à un bilan ambigu, et dans ce parcours, d'autres concepts ont été invoqués. Comment aurait-on pu faire autrement? Marché, capitalisme, libéralisme, oui. On n'a pas parlé aussi peu de socialisme parce que c'est terminé pour le moment. Parfois de social-démocratie, mais c'est autre chose, on l'a dit aussi. On a confronté réalité et utopie. Alors, voilà. La mondialisation, un quart d'heure avant la mondialisation, il y avait déjà une mondialisation. Ce que mon maître Labrousse aurait appelé la mondialisation d'ancien style. Nous savons bien ce que... Enfin, nous savons bien, bien sûr, nous savons bien ce que c'était. C'était il y a très longtemps. Ça s'appelait migration, ça s'appelait invasion, les grandes invasions, des barbares, des Arabes, ça s'appelait empire. Oh, je ne remonterai pas jusqu'à Sumérac, rassurez-vous, mais c'est empire romain, empire carolingien, c'est-à-dire des tentatives de mainmise sur un espace. Mais ça pouvait s'appeler aussi diaspora, croisade, conquête. Et puis, ça pouvait s'appeler aussi monothéisme sous 3 versions. Ça pouvait s'appeler la peste noire, la mondialisation d'une épidémie. C'était aussi la diffusion des graines, des productions, des techniques. Alors, voilà,
une mondialisation ou démondialisation des esquisses, des approches de mondialisation d'ancien style. Mais aussi en contrepoint, il y aurait ce qui peut apparaître, ce qui pourrait apparaître dans ce passé lointain, encore que, le monde que nous avons perdu. Il y avait, en contrepoint de la mondialisation, il y avait la communauté, le village, l'endogamie, le cloisonnement, l'espace morcelé, avec ce que cela comportait de facteurs évoqués tantôt en termes positifs, tantôt au contraire en termes d'inachèvement, cet inachèvement que la Révolution française a voulu surmonter par une opération de table rase. Alors, sur ce fond de tableau, hein, je n'ai pas été trop long, non. Alors, mais sur ce fond de tableau, question, quand commence la mondialisation? Qui a inventé la mondialisation? Alors, je sais bien, on va me répondre, c'est Fernand Braudel. C'est Fernand Braudel, donc le grand maître de l'historiographie française, lorsqu'il a lancé cette expression, ce terme d'économie monde. L'économie monde, selon Braudel, c'est cette mutation qui nous rapproche quand même, sinon du contemporain, du moins de l'époque moderne, c'est ce tournant majeur qui s'esquisse quand le monde, la mondialisation qui pour nous autres Européens était méditerranéocentrique, hein, eh bien, va se transférer à l'Atlantique et que cette ouverture sur l'Atlantique et ensuite sur les autres océans va introduire, après les grandes découvertes, un changement qui reste considérable. Et ce changement, Fernand Braudel, il l'appelait capitalisme. Hein, civilisation matérielle et capitalisme. Pour lui, c'était le courant des échanges, c'était la recherche du profit, cette recherche du profit qui avait été, somme toute, au cœur de cette évolution, et d'une évolution qui s'est inscrite, alors, jusqu'au XIXe siècle, dans le cadre du capitalisme commercial, eh bien, qui s'est inscrite en termes à la fois de progrès, non seulement du profit, mais des techniques, mais des genres de vie, mais des progrès de la démographie et des autres paramètres collectifs, sans pour autant que la frange, l'incitation du cycle capitaliste soit le seul moteur de cette évolution. Mais enfin, ceci nous conduit à... il y avait aussi d'autres paramètres, d'autres évolutions. Au XVIIIe siècle, cette république des lettres qu'il serait mécanique et étroit de restreindre à une retombée élémentaire des premiers pas du capitalisme. Mais cette république des lettres introduit, naturalise de nouveaux concepts et qui sont des concepts qui ont à faire avec la mondialisation. Pour faire plaisir à tous les sénateurs qui sont dans cette salle, je dirais que je me targuerai d'un honneur qui vient de m'être fait, puisque la bibliothèque du Sénat a entrepris de publier ses trésors. Et ces trésors, c'est-à-dire ces ouvrages rares. Et parmi ces ouvrages rares qu'il s'agit de livrer au public, il y en a un que l'on m'a confié. Et j'en suis très fier. Je ne sais pas si Robert Hue en est au courant. Et bien, c'est un ouvrage qui n'existe, je crois, qu'en 2 exemplaires à la BN et au Sénat. C'est l'orateur du genre humain. L'orateur du genre humain, c'est un des ouvrages, c'est l'ouvrage majeur, mais très peu connu, même de Soboul,
un peu de Jaurès, d'un personnage qui m'est cher, Anacarsis Cloutz. Alors, vous allez croire que où est-ce que je vous emmène? Eh bien, Anacarsis Cloutz était un baron prussien. C'est un baron prussien et qui a été un des très grands prédécesseurs de, dirons-nous, de la mondialisation. Ce qu'il a inventé, lorsqu'il s'est présenté le 19 juin 1790 à la tribune de l'Assemblée constituante, à la tête d'une délégation de toutes les couleurs, disait-il, de toutes les nations, de toutes les races. Il y avait des noirs, des jaunes, il y avait... on a dit qu'il les avait un peu habillés au théâtre, mais c'est pas grave, c'est pas ça le problème. Cette délégation, c'était la délégation qui venait réclamer les droits du genre humain. Et Anacarsis Cloutz a développé dans son texte de l'orateur du genre humain, il a développé ce rêve, cet idéal, cette utopie qui est celle de la République universelle. C'est autre chose. C'est la mondialisation quand même qui est notre horizon d'attente à tous, non? Enfin, je ne sais pas, peut-être est-ce que j'extrapole. Alors, bien sûr, Anacarsis Cloutz, il n'était pas très, très équilibré. D'une part, il faut être un peu fou pour ça. Mais alors, il était quand même très réaliste. Il disait, non, République universelle, mais on ne va pas supprimer l'inégalité sociale parce que les pauvres subsistent de l'opulence des riches. Bon, d'accord. Sur le plan social, il avait un progrès à faire. On va pas. Alors, il partait à fond contre ses compères de la Société des Amis des Noirs. Il disait, on va pas supprimer la traite négrière parce que ça nous rapporte quand même pas mal d'argent. Mais à ces nuances près, eh bien, il avait rêvé. Mais quelle était sa solution? Sa solution, à la fois, elle était naïve et en même temps, j'y pensais quand on a agité tous ces problèmes du micro et du macro. Parce que la République, pour lui, la République universelle, qui devait s'étendre sur tout le monde, enfin, dans les limites de l'époque, hein, mais sur tout le monde, cette République, eh bien, elle devait avoir sa capitale à Paris, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, elle était fondée sur la mise en contact direct de l'humanité, du genre humain, et puis des individus. Des individus, parce que pour lui, si vous voulez, eh bien, non, pas de Bataves, Belges, Savoisiens, les uns, les autres. Mais non, ma République universelle ne redoutera pas les Sylla, les Marius, pas plus que les satrapes, les pachas, puisque l'abolition des nations et de tous les appareils intermédiaires mettra tous les hommes à égalité. Ni sujet, ni allié, ni province, ni colonie, ni blanc, ni noir, ni blond, ni brun, ni bourgeois, ni paysan, ni catholique, ni non-catholique, ni ennemi, ni étranger. Bon. C'était un court-circuit un petit peu audacieux et nous sommes très loin de pouvoir le prévoir. Mais nous réfléchissons encore à cette articulation, et ça a été bien évident aujourd'hui, cette articulation entre la promotion de l'individu, des individus et des libertés individuelles, et puis ces formes d'organisation supérieure. Alors, bon, je referme, non pas la parenthèse, car ça n'en était pas une, mais l'épisode Anacarsis Cloutz. Puisque depuis, vous savez bien, depuis le 19e siècle, cette mondialisation a fait des progrès considérables. Des progrès considérables, car là où Anacarsis Cloutz prévoyait effectivement des échanges sur les mers, grâce à ce laisser-faire, laisser-passer, à ce libéralisme qui était celui de une partie des élites de son temps, eh bien, la mondialisation des premiers pas du libéralisme, du capitalisme, appelons-le par son nom, du 19e siècle, voit naître les utopies
de Saint-Simon, de Fourier, ces utopies mondialistes, si vous voulez, qui sont intimement liées, si l'on veut, à cet essor d'un capitalisme qui a su instrumentaliser le saint-simonisme en reprenant une partie de ces idées. Mais alors, dans ce XIXe siècle, bien, l'aboutissement, si l'on veut, de cette mondialisation soutenue par les grandes découvertes, soutenue par les révolutions de la technologie, de l'industrie, des forces et de production, et appuyée sur les nouveaux rapports de production que la naissance du capitalisme avait fait naître, eh bien, cela aboutit à ce stade que nous avons appris à désigner d'un terme qu'on n'a pas repris, ou peu, l'impérialisme, à notre lecture, ma lecture d'enfance, mais enfin, l'impérialisme, nous ajoutions stade suprême du capitalisme. Eh bien, oui, l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, l'impérialisme est le partage du monde, et le partage de l'Afrique, et le partage, cette étape, en contrepoint de laquelle s'est élevée la critique de plusieurs, et singulièrement d'une référence qu'on a évoquée, mais qui va de soi. C'est Marx, c'est la critique marxiste. Et c'est de Marx à Lénine, cette critique qui oppose à cette idée de la mondialisation une contre-idée, un autre concept, là aussi, que je suis content d'évoquer, c'est l'internationalisme. On n'a pas parlé d'internationalisme. On disait, là aussi, parce que ça date, on disait internationalisme prolétarien. Oui, bien sûr, mais c'est une étape. Et disons que dans cette histoire de la mondialisation, avec ces grincements, vous le voyez, que je ne cache pas, eh bien, il y a eu l'apothéose d'une certaine mondialisation, celle que j'évoquais au début, les grandes invasions. C'est la mondialisation des guerres. Les deux guerres mondiales, de ce que Eric Hobsbawm a placé au cœur de ce tragique XXe siècle dont il nous parle, eh bien, ça a été des étapes majeures de la mondialisation. Sous sa face, disons, la plus obscure, la plus noire. À cela près